retrouve avec toi, Florent, Ouais. après le match. Belle victoire des Guingampais. Et là, on voudrait aborder plutôt le côté ton parcours. Est-ce que tu as le parcours plutôt atypique ou le parcours vraiment très encadré par la profession, quoi? Moi j'ai fait une fac d'histoire et puis après j'ai passé des concours d'école de journalisme. J'ai passé le concours de l'ESJ, j'ai été pris. Je faisais plutôt de la radio à l'époque et j'avais plutôt envie d'être journaliste généraliste. J'aimais le sport, c'est par ça que j'ai commencé en tant que correspondant au Télégramme quand j'étais au collège et au lycée, enfin au lycée à Vannes. Et j'avais pas forcément de parcours de sport, mais je sais que je maîtrisais ça. Donc j'ai plutôt eu un parcours généraliste. J'ai bossé en radio, les locales Radio France. J'ai bossé en presse quotidienne régionale, Ouest France, le Courrier Picard, Dauphiné Libéré, mais j'étais pas vraiment dans le sport sous faux Dauphiné Libéré. Et puis un jour j'ai eu l'opportunité d'intégrer une structure qui s'appelait Sport Ever, qui à l'époque traitait de l'actualité sportive, mais par des SMS, par des journaux qu'on enregistrait. C'était un numéro spécial que tu appelais. Et ils ont développé une branche de commentaires de foot, et c'est devenu comme ça, et c'est devenu Orange Sport après. Donc voilà. Et du coup, justement, tu as parlé de ce côté-là où tu as fait quand même une école de journalisme. Euh, Est-ce que, quand tu as été à cette école-là, tu te voyais déjà vraiment, comme tu as dit, dans le journalisme? Ou est-ce que c'est vraiment en rejoignant cette école que tu as compris que c'est ce que tu voulais faire? Non, mais en fait, depuis tout petit, j'ai toujours voulu être journaliste. Je voulais être reporter de guerre, je voulais faire des documentaires, des choses comme ça. Donc, c'est quelque chose que j'ai encore envie de faire. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un parcours qui est différent. C'est pas la même chose. Mais quand on commente un match, ce qui est plaisant, c'est que tu es toujours un peu sur un fil et tu sais jamais vraiment ce qui va se passer. Et la curiosité, elle est toujours là. Tu rencontres des gens, parce que le foot en général, c'est pas que les joueurs de foot, c'est tout ce qui gravite autour. Donc j'ai eu la chance avec Bein de faire des documentaires sur les à côté du foot, sur l'économie, sur des acteurs autour d'un match de Ligue 1. Et ça m'a beaucoup plu. Donc je dirais que je savais que je voulais faire journaliste, ça c'est sûr. Mais après, le sport, c'est assez étonnant. C'est vrai que quand j'étais petit, je regardais les Coupes du Monde à la télé. J'aurais jamais imaginé que je serais envoyé spécial sur une Coupe du Monde, ou que je ferais la finale de l'Euro, à voir les gars tirer des pénaltys à Wembley et lever le trophée comme je te regarde toi. Donc c'est vrai que parfois c'est un peu surréaliste, mais c'est magnifique, c'est une chance incroyable, quoi. C'est surtout ça, je pense que le plus important dans notre métier, c'est de se dire, même si tu es tributaire des droits, parce que les chaînes sont tributaires des droits, on a quand même une chance incroyable de faire un métier. Non pas parce qu'on est proche de joueurs ou parce qu'il y a ce côté fan. Moi, c'est pas mon cas. Moi, je suis absolument pas, je veux dire, dans ce côté fan, je suis journaliste, donc je mets des distances. Mais juste, c'est une chance incroyable. Et justement, quand tu dis que tu n'as pas ce côté fan-là, est-ce que quand tu as rencontré des personnes, on l'a vu dans tes interviews, tu as pu interviewer des personnes comme Vincent Kompany, coach du Bayern de Munich, qui a quand même une grande carrière, est-ce que tu arrives toujours à garder ce détachement par rapport à un potentiel aspect de fan, ou est-ce que des fois c'est tentant de se dire c'est quand même quelqu'un, et du coup être impressionné de faire cette interview-là? Je pense qu'au début de ta carrière, oui, forcément, quand j'ai commencé à beIN Sport, c'était déjà une chance d'être à beIN. C'est vrai que je me suis retrouvé rapidement sur des gros matchs, par exemple à Old Trafford. Ma génération, c'est un peu la génération Cantona. Donc j'ai pris le tunnel que Cantona a pris après sa suspension quand il revient et qui met son col. Moi, je prends ce tunnel, je me dis, non, je suis à Old Trafford. Donc là, tu as la pression. Et c'est vrai que la première fois que je fais des interviews, oui, tu trembles un peu, t'es un peu, mais il faut reprendre le contrôle. C'est avec l'expérience que tu reprends le contrôle. Quand tu fais compagnie, il faut arriver à être objectif et poser les questions qu'un journaliste, même si ça peut être dérangeant, parce qu'on va pas avoir la même opinion d'un match, la même vision d'un match. Alors je parle pas de compagnie parce qu'il n'y a pas grand chose à dire avec le Bayern cette saison, mais en général. Mais il faut aller non pas dans la provoque, mais il faut faire son travail en étant le plus objectif possible et ne pas hésiter à poser des questions qui dérangent, non pas pour faire le buzz, mais parce que c'est notre métier, quoi. Ok. Et que c'est important. Mais c'est vrai que quand j'ai fait Jude Bellingham, par exemple, tu es forcément impressionné. Alors, c'était la Coupe du Monde 2022, c'était pas... mais tu es forcément impressionné. Mais ce qui est très impressionnant, c'est que ces acteurs-là, ces joueurs-là, ces acteurs du match, ils sont professionnels jusqu'au bout sur les interviews.
sont souriants, tu peux leur poser 3 questions, 4 questions. Souvent, tu as quelqu'un de la communication ou de la FIFA qui est là et qui verra, c'est fini. Mais eux, ils enchaînent et ils sont plutôt souriants. Voilà, mais je pense qu'il faut être soi-même en fait. Et il faut se désinhiber, faire une interview avec un joueur de Ligue des Champions, comme si finalement c'était ton quotidien dans ton travail, quoi. Ok. Mais je pense que c'est ça le plus important. Ouais. Donc tu as fait, tu nous l'as dit, envoyé spécial à la Coupe du Monde, tu nous as dit aussi Old Trafford, Wembley. Ouais. Est-ce qu'il y a un stade, toi, qui t'a marqué particulièrement? Moi, je dirais que la première fois où je suis allé à l'Allianz Arena, ouais, j'ai été vraiment impressionné parce Ok. que c'était vide, parce qu'on était quelques heures avant le match. Et oui, c'était très impressionnant parce que c'est une arène et que c'est assez incroyable, quoi. En fait, tu es impressionné par le stade parce que tu le vois d'abord à la télé avant d'aller. Ouais. Et Old Trafford, l'Allianz Arena, c'est 2 stades qui m'ont marqué. J'ai beaucoup aimé aussi les stades en Italie, notamment Naples, où j'étais envoyé spécial sur un match. Oui, c'est fou. Moi, ce que j'aime, c'est pas tant l'histoire du stade, c'est l'histoire de la ville, l'histoire du club, l'histoire du quartier où est imposé le stade. C'est pour ça que j'adore faire la Bundesliga et que j'ai la chance d'en faire tous les week-ends et de travailler, par exemple, avec Jean-Charles Sabatier, qui a un vécu, un historique incroyable. Et ça, c'est génial, parce que quand j'ai la chance d'aller avec lui en Allemagne, ou moi, quand j'y vais tout seul, quand tu vas à Dortmund sur un match de Ligue des Champions, ça, c'est un stade impressionnant. Les autres tribunes, c'est fou, quoi. Ouais. Ils sont 20 000 dedans. Voilà. Mais chaque stade, c'est une aventure, en fait. Mais c'est vrai que ton premier à Munich ou ton premier à Old Trafford, bah, tu t'en souviens, ouais. Tu t'en souviens, ouais. Et justement, tu as parlé de tout cet aspect-là foot. Il faut savoir que tu commentes aussi le volley en Mhm. France. Est-ce que tu dirais que c'est deux métiers différents, le commentateur de foot et de volley? Bah, disons que moi, le foot m'a beaucoup aidé et vice-versa, à commenter différemment le volley. Le volley, c'est vrai que ça a souvent été commenté par des spécialistes. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de volley. J'essaie de m'adresser au grand public. Je commente avec Benjamin Bernard, qui lui est vraiment un spécialiste. Et donc, on a 2 manières différentes de commenter. Moi, j'essaie de m'adresser au grand public. Après, tu progresses forcément dans les positions, dans les stats. Mais j'essaie de commenter comme au foot. Et en fait, je me suis rendu compte que je progressais en foot, en tout cas, parce que j'étais parfois un peu, peut-être pas aussi libéré qu'au volley. Et au volley, bah, ça m'a beaucoup aidé à me libérer. Et du coup, au foot aujourd'hui, oui, t'as un autre style. C'est vraiment complémentaire. Mais c'est vrai que le volley, tu dois dire beaucoup en très peu de temps. Parce que l'action, c'est un peu comme au tennis, il y a très peu de. L'intensité est forte dans un temps extrêmement réduit. Alors qu'au foot, tu as le temps d'amener. Oui. Et c'est souvent là où c'est dangereux le foot, c'est que tu peux t'endormir parfois sur des choses et puis ça va très vite et tu te fais surprendre. Ok. Toi, tu as commenté beaucoup de matchs de foot et donc le volley, est-ce que ça te permet pas justement de pas te lasser du foot et un peu se diversifier? Bah, de toute façon, tu te lasses pas tant que tu te dis que tu as une chance folle de faire ce métier. Voilà, c'est vrai, alors, ça paraît bateau de dire ça, mais je pense que c'est ce qui te sauve dans ce métier parce qu'aujourd'hui, beIN te permet d'aller sur place, de commenter des matchs sur place. C'est pas le cas de beaucoup de chaînes, hein. Aujourd'hui, alors en radio, on va sur place, mais c'est vrai que nous, on a la chance d'aller sur place. On a la chance de venir à Guingamp, commenter un match pour apporter l'information aux abonnés en avant, en après et d'être là. Parce que c'est une volonté de la chaîne. Donc c'est surtout ça ce qu'il faut se dire. Mais c'est sûr que c'est 2 disciplines différentes, mais après ça te permet vraiment de t'améliorer. Il y a une espèce de lien entre les deux, quoi. Et donc, justement, tu parlais de ces matchs tout au long de la semaine, parce que le volley, tu peux en avoir en semaine, la Ligue 2, tu peux en avoir le lundi, et puis après, comme tu as dit, la Bundesliga le week-end. Est-ce qu'en tant que journaliste, tu as un emploi du temps chargé? Bah, disons qu'il faut devancer, c'est parfois compliqué, c'est vrai, parce que tu dois préparer beaucoup tes matchs. Nous, on a quand même des temps qui nous sont donnés pour préparer ces matchs-là. Il faut vraiment, quand tu découvres une équipe, il y a des équipes que tu fais souvent, je fais souvent Guingamp, mais c'est vrai que quand tu fais pour la première fois Boulogne-sur-Mer ou pour la première fois pour Laval, tu peux pas arriver en découvrant l'équipe comme tu l'as découvert dans ta préparation. Il faut que tu arrives parce que la personne à avoir des infos encore plus et d'être au même niveau pas au même niveau qu'un supporter, mais il faut qu'il écoute le match en disant bah voilà, il a Il s'y déjà connaît. commenté Laval, quoi. Et c'est ça le plus exigeant dans nos métiers, c'est qu'il faut vraiment être au niveau à chaque fois. Et s'il y a un joueur fait de sa 200e, tu peux pas passer à côté. Pour moi, c'est une faute
professionnel de passer à côté Ouais, ouais. d'un gars qui fait de sa 200e et de pas voir l'info. Ça, Ok. c'est pas possible. Mais ça arrive parce que parfois, t'as pas le temps ou pas. Mais euh, c'est quand même très important, quoi. Il y a les faits, comme je te disais, et puis il y a le match en lui-même. Et tu vois, tout à l'heure, avant le match, j'étais parti sur une composition d'équipe. Je te parlais de Samb. Bah, je suis arrivé, il y a eu plein de changements par rapport à la Ouais. compo probable. Et ça a été assez particulier parce que toi, ça peut te perdre rapidement. Toi, tu poses ta compo, c'est pas la même, donc tu es obligé de rechercher les infos. Donc souvent, ce qu'il faut faire, c'est que tu poses une compo et tu mets tous les remplaçants à côté avec les infos aussi. Ok. Comme ça, tu n'es pas pris de court. Mais ça peut pas être parfait à chaque fois. Mais il faut, moi, ce que je fais souvent, c'est que j'écris mes coups d'envoi. Et dans les grands matchs, souvent j'écris mes, on appelle ça des cue points et des cue points aussi pour la fin, en fonction du résultat. Comme ça te permet d'asseoir aussi des informations que tu n'as peut-être pas eu le temps de passer. Et puis surtout, on se souvient du début du match, du coup d'envoi. On ne se souvient pas forcément du milieu, Ouais, mais on ouais. se souvient de la fin. Ok. Et à la fin, tu es souvent fatigué parce que tu es souvent concentré, tu as souvent parlé. Si tu te rates sur un coup de sifflet final, c'est quand même un peu embêtant parce que c'est souvent ce qu'on retient. Donc moi, souvent dans les grands matchs, je les écris, mais je le fais pas tout le temps. Mais je me souviens par exemple que sur des matchs de Ligue des Champions, je commentais sur site ou sur l'Europa League avec Guingamp ou sur des gros matchs de Ligue 1 ou quand j'en commentais. À une époque, je les écrivais parce que ça m'apportait une confiance, une assurance, quoi, de bien finir. Voilà. Et ça m'a beaucoup servi, notamment pour la finale de championnat d'Europe de volley en 2015, équipe de France qui est championne d'Europe, parce que c'est comme ça que j'ai commencé. Je me suis dit, il faut absolument que j'écrive la fin, parce que s'ils sont champions d'Europe, C'est marquant. c'est marquant et il faut avoir un truc Ouais. qui marque, quoi. Et comme tu es fatigué, comme tu as vécu le match, parfois tu peux dire un truc, quand tu le réécoutes, tu dis, ah, bon, je suis passé à côté. Et c'est juste tout ça, ce qui est dommage. Bon, après, Ok. c'est une exigence, un challenge que tu te mets. Aujourd'hui, tu étais tout seul. Ouais. Quand tu vas commenter la Ligue 2, tu es souvent tout seul. Mhm. Mais souvent, ouais, sur les grands matchs, tu as un consultant avec toi. Mais qu'est-ce qui t'apporte réellement le consultant? Ça te permet de reposer ton commentaire, ça te permet d'avoir une analyse, une anticipation sur l'action, d'avoir un jugement. Moi, je vais jamais dire dans mon commentaire il aurait dû faire ceci ou il aurait dû faire cela. Déjà parce que j'ai pas été joueur de foot professionnel, j'ai jamais su vraiment très bien jouer au foot. Et puis moi, c'est pas mon rôle. Le rôle d'un commentateur, c'est de passer des infos, d'être de transmettre des émotions, des informations et de tenir le téléspectateur le plus possible ou l'auditeur le plus possible avec des informations sans le saouler trop, mais lui donner un rythme et l'envie de rester avec toi. Moi, je suis pas là pour dire que c'est pas une bonne tactique ou c'est pas possible, c'est pas comme ça. Je respecte les gens qui le font, hein, mais moi, je suis pas supporter, je suis journaliste. Et quand on suit une équipe tout au long de la saison, le danger, et c'est pas le cas chez nous, mais c'est d'être un peu supporter parce que les gens attendent à ça. Le problème, c'est que il y a deux équipes sur le terrain. Donc de toute façon, même quand tu n'es pas supporter, on va toujours te dire « Ah, mais tes commentaires, ils étaient quand même plus pour un tel ou pour un tel. » Quand une équipe fait un gros match, c'est vrai que tu as tendance parfois, forcément parce que le match est fort, à soutenir, en tout cas dans ton commentaire, le fait que cette équipe fait un bon match. Après, le consultant, justement, il arrive à aplanir tout ça, et puis lui, il est là pour donner son opinion, pour dire bah non, mais là c'est quand même une passe ratée, c'est pas possible. Toi tu peux dire que c'est une passe ratée, mais on aurait dû peut-être anticiper de manière différente, les changements sont trop tardifs, c'est pas possible de commenter comme ça, de fonctionner comme ça. Voilà, c'est surtout ça. Et puis c'est un échange, voilà. Et ça c'est super fort. Commenter tout seul, alors tous mes collègues à la radio le font tout le temps, et c'est un gros travail, on le fait beaucoup nous aussi. Mais avoir un consultant c'est vraiment un plus. Mais toi, tu aimes avoir cette petite touche à un binôme pour vraiment rythmer et apporter? Oui, oui, oui. Après, je me suis habitué à le faire sans. Ça m'arrive en Allemagne, enfin sur les matchs allemands de commenter avec des consultants, sur la Coupe de France de le Ouais. faire aussi. En Ligue 2, pas forcément, non, parce que moi je suis surtout sur les matchs du multi le vendredi. Mais en volley, je pourrais pas faire sans consultant. Ok, Et là, d'accord. c'est vraiment spécifique et que là, tu peux te retrouver parfois dans des situations un peu complexes. Tu as besoin, tu sais, quand tu as un challenge vidéo ou tu es Ouais. souvent placé de côté, pas forcément derrière. Tu as besoin d'avoir l'avis d'un expert. Et nos consultants à BIN ils ont été champions d'Europe, ils ont eu des carrières assez incroyables. Donc c'est vrai que là-dessus, il y a une vraie plus-value, comme sur nos consultants foot aussi, hein. Mais c'est vrai que dans un match de foot, je trouve ça quand même assez précieux d'avoir un consultant.
Par exemple, au Mnosina, Pat Guillou, il va te planter le contexte du match. Il va te sortir l'historique du club. Il va aller dans les années 2000, 2010, te dire ouais, mais tel joueur était là. Il va t'apporter des anecdotes. Ça, c'est super, super important. Surtout dans une niche comme ça, quand même. Et du coup, justement, quand tu disais que tu avais commenté par exemple la Ligue des Champions, etc., est-ce que tu arrives à voir vraiment une différence? Parce qu'on dit souvent que la Ligue 1, la Farmer League comme on l'appelle, est en dessous des autres championnats. Toi qui aies commenté plusieurs championnats, est-ce que tu arrives vraiment à connaître cette différence? Et est-ce que tu peux nous donner quelques arguments pour savoir si la Ligue 1 est vraiment en dessous des autres ligues? Bah, moi, ça fait. C'est vrai que j'ai plus l'opportunité, hormis pour MENA, puisqu'on a les droits sur l'international à Beansport de commenter la Ligue 1. Je pense que d'une manière générale, le football français aujourd'hui, et on le voit dans le recrutement des clubs de Ligue 2, va chercher plus bas. C'est-à-dire on va aller chercher des joueurs en National 2, en National 3, on le voit en Ligue 2. Hein. Le niveau de la Ligue 2 aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans, je pense, est moins fort qu'il ne l'était. Et je pense que c'est la même chose pour la Ligue 1. Alors il y a plein de problématiques liées aux droits télé, au fait aussi que les joueurs partent de plus en plus jeunes à l'étranger. Et c'est vrai que quand tu fais l'Angleterre, bah, tu vois qu'effectivement, en termes d'intensité, de jeu, c'est différent. Après, le championnat de France, ça reste un beau championnat parce qu'on est un pays formateur. Mais c'est vrai qu'en 10 ans, moi, c'est surtout sur la Ligue 2 que j'ai vu un peu la différence. Ouais. Je trouve qu'aujourd'hui, bah, ça manque parfois un petit peu d'intensité. Mais tu fais aussi avec les données économiques que tu as. Hein. Les clubs étrangers sont plus puissants que les clubs français. Hein. Enfin, hormis le Paris Saint-Germain. Oui, bien sûr. En Angleterre, aujourd'hui, les clubs sont surpuissants. En Allemagne, les clubs ont énormément de moyens aussi. On ne s'en rend pas bien compte. D'un point de vue salarial, c'est difficile de concurrencer les clubs allemands ou les clubs anglais. Donc, moi, ça fait très longtemps que je commente le championnat d'Allemagne, depuis 2009. Et je trouve que ça s'est amélioré de saison en saison. D'accord. Pas sûr d'avoir la même chose sur le championnat de France. Pour remédier à ce retard, on nous parle souvent d'une Ligue 3 qui pourrait potentiellement arriver dans les 2-3 prochaines années normalement. Comment tu la vois cette arrivée de la Ligue 3, toi commentateur de Ligue 2? Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de clubs qui étaient en national, qui sont en Ligue 2, et il y a de plus en plus de clubs qui étaient en Ligue 2, Qui qui sont descendus en national. Je pense que ça, évidemment, c'est une bonne idée. Après, c'est aussi avec quels moyens, quoi. Aujourd'hui, les clubs de Ligue 2, ils sont quand même, pour se déplacer, parfois en difficulté. Avant, certains prenaient des avions. Maintenant, tu prends le train, tu prends le bus. Ouais. Moi, je le sais, je le vis au volet, où les clubs se débrouillent, où c'est compliqué, où parfois, ils sont en minibus avec des gars qui font en moyenne 1m95, 2m10 pour rentrer de Chaumont pour aller à Poitiers. Véridique. Hein. Donc oui, c'est sûr que c'est une bonne chose, mais c'est avec quels moyens, en fait? C'est avec quels moyens? Puisqu'aujourd'hui, les clubs de Ligue 2 vont recruter en National, donc voire en National 2. Si tu regardes par exemple. Freddy Mbemba Oui, voilà. avec Versailles. Exactement, mais tu regardes aussi par exemple Grenoble, Annecy, qui intelligemment vont chercher des bons joueurs de National 2. Boulogne, avant d'être officiellement en Ligue 2, ils ont perdu quasiment une grande partie de leurs joueurs, quoi. Soit au Mans, soit à Boulogne, soit à Annecy, soit. Et Concarneau, c'est pareil, ils se sont fait aussi beaucoup prendre de joueurs. C'est ça ce qui est inquiétant en fait. Le moment où tu auras une Ligue 3 et on va aller recruter des gars en National 3, le problème c'est que tu déplaces le problème. Quoi. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de clubs aujourd'hui en National, que ce soit, je sais pas, Orléans, Caen, évidemment, Rouen qui caracole en tête, qui sont des clubs puissance Ligue 2. Il y en a d'autres. Hein. J'oublie les noms de certains, mais c'est vrai que c'est des clubs que tu retrouvais en Ligue 2. Oui, des clubs comme Sochaux, Valenciennes. Sochaux, Valenciennes, exactement, pardon. Ouais, bah oui, Sochaux, Valenciennes, c'était Valenciennes, moi, quand j'ai commencé à Beansport, ils étaient en Ligue 1. Ouais. Mais c'est compliqué, aujourd'hui, c'est difficile, le niveau, peut-être qu'en termes de niveau, ça diminue, mais ça se resserre aussi beaucoup. Ok. Et donc là-dessus, il faut arriver à trouver des solutions. Mais c'est sûr que ça fait des années que la Ligue 3 aurait dû être éclairée. Ouais. C'est vrai qu'il y a des clubs qui ont disparu justement à cause du fait que ça, qui est la Ligue 3. Ouais. On aime bien finir par cette question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ton avenir? Moi, j'aimerais bien continuer à faire ce que je fais aujourd'hui, à continuer
à profiter de ce métier. Je pense que c'est le plus important d'être heureux de ce qu'on fait, d'essayer de toujours s'améliorer, de toujours se challenger parce que c'est le plus important. Et le plus important aussi, c'est de se dire que en fait, le match, le sport, le championnat ne nous appartient pas en fait. Il y aura des gens, il y avait des gens avant, il y aura des gens après, et c'est comme ça. Et il faut savoir aussi à un moment donné se dire qu'on a fait son temps. Le journalisme et le journalisme sportif, tu as tellement de possibilités, tu peux faire tellement de choses. Donc ça, c'est le plus important, d'être lucide sur ce qu'on peut donner, ce qu'on fait et ce qu'on peut encore faire. Mais moi, j'aimerais bien développer tout ce qui est documentaire, parce que justement, quand on parle de foot, d'histoire du foot, ça, c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux supporters. Et c'est vrai que de faire des reportages immersifs, de raconter des histoires, c'est quand même la base de notre métier, quoi. Bon, c'est sur note d'espoir qu'on termine. Ouais. Merci Florent en tout cas pour le temps que tu nous as Merci à accordé. vous, ça a été un plaisir et bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Ok. À bientôt. À bientôt. Hop.